Il existe sur cette planète des endroits où aucun être humain ne devrait jamais se trouver. 142 mètres sous la surface de l'océan. Le silence y devient si dense qu'il écrase les pensées. Il n'y a ni lumière, ni son, seulement la propre respiration qui se mêle au rythme sourd du cœur. C'est un monde étranger, un univers où la vie humaine est une exception brève, un clignement d'œil dans l'obscurité éternelle. C'est là, tout en bas, où la pression peut broyer l'acier et où le temps semble s'arrêter, que travaille un homme nommé Léo Durand. 37 ans, plongeur en saturation, 14 années à descendre là où le soleil n'atteint jamais. 14 années à écouter le murmure incessant des compresseurs, 14 années à survivre à chaque remontée vers la surface. Sa vie s'était réduite à une maison de campagne en périphérie de Toulouse, vide et silencieuse, et à une voix d'enfant qu'il entendait par téléphone. « Allô, papa ? » ?»« Salut, Manon. Comment s'est passée l'école ? » ?»« Bien. J'ai des devoirs. Au revoir. » Cet appel, chaque semaine, était tout ce qui lui restait de sa fille. Depuis le divorce 3 ans plus tôt, son ex-femme, Sandrine Leclerc, avait été d'une clarté glaciale. « Tu as choisi l'océan, Léo. Ne me reproche pas si elle grandit sans te connaître. » Et elle avait raison. Il le savait. Mais au fond de la mer, il n'y avait pas de place pour de telles pensées. Là, dans la noirceur absolue, n'existait que le travail, le métal, le risque. C'était l'aube du 14 mars sur une plateforme pétrolière à 380 km au large des côtes de Bretagne, un géant d'acier produisant 45 000 barils de pétrole par jour. Léo était sous pression depuis 3 semaines, partageant une chambre métallique exiguë avec un autre plongeur plus jeune, Lucas Dubois, 25 ans, son premier contrat offshore. Il avait encore ce mélange de peur et d'euphorie dans le regard. Le superviseur, Nicolas Lambert, frappa au hublot à 6h47. « Durand, on a un problème. » Léo était déjà réveillé. « Quel genre de problème ? » ?»« Une fuite sur le joint de dilatation principal. Il nous faut une inspection visuelle immédiate. » Ces mots, production compromise, signifiaient toujours la même chose, urgence, argent en jeu, risque maximal. Léo s'habilla en silence. Combinaison thermique, couches isolantes, casque, gants. Le froid à cette profondeur était brutal, une présence insidieuse qui se glissait jusqu'aux os. Lucas, qui dormait encore, se redressa en sursaut au bruit. « On descend ? » ?»« Oui, il faut vérifier la fuite. »« À quelle profondeur ? » ?»« À 142. » Le jeune homme déglutit. « Je ne suis jamais descendu si bas. » « Le corps ne sent pas la différence, » mentit Léo d'une voix calme. « Il y a juste plus de pression. » Dans le vestiaire, ils croisèrent Stéphane Bernard, le soudeur. Cinquantenaire, vétéran, père de 3 enfants, toujours avec un sourire et un chapelet autour du cou. « Faites attention en bas, les gars, » dit-il en faisant un signe de croix machinal. Puis il tendit quelque chose à Léo. « Prends ça. Ma femme dit de ne jamais plonger sans. » C'était une petite médaille argentée à l'effigie de la Vierge Marie. « Merci, mais je n'en ai pas besoin, » répondit Léo. « J'ai assez d'équipement pour rester en vie. »« L'équipement protège le corps, » répliqua Stéphane en se touchant la poitrine. « Elle protège ce qui compte vraiment. » Léo ne voulut pas discuter. Il se contenta de rendre la médaille d'un geste poli. Une légère ombre de déception traversa le visage du soudeur. À 7h23, les 2 plongeurs entrèrent dans la tourelle de plongée, une capsule métallique de 3 mètres qui les emmènerait au fond. Le son du verrouillage fut comme un coup de cloche d'église, lourd, définitif. La tourelle commença à descendre lentement, se balançant dans l'eau trouble. Tourelle ici, surface. Passons 40 mètres, crépita la radio. Tout est normal, répondit Léo. 100 mètres. 110. Le silence s'épaissit. Le jeune Lucas respirait vite, agrippé au poignet. « Comment tu fais pour supporter ça ? » demanda-t-il d'une voix tremblante. Si sombre, si profond. Léo mit du temps à répondre. Comment lui expliquer que là-dessous, la peur était plus facile à gérer que la solitude de la surface ? Que l'océan lui offrait une manière d'oublier ? On s'habitue, dit-il simplement. La tourelle toucha le fond avec un léger choc. 142 mètres d'obscurité totale.
Le superviseur parla à la radio, fuite localisée à 30 mètres au nord-est. Vous pouvez sortir dès que vous êtes prêts. Léo et Lucas se préparèrent. Casques, ombilicaux, système de mélange respiratoire. Prêt? Demanda Léo. Le jeune homme hocha la tête, bien que sa respiration le trahît. Le panneau s'ouvrit et l'océan les enveloppa. Noir, froid, infini. Les lampes des casques dessinèrent des cônes jaunâtres dans l'eau épaisse. À peine 3 mètres de visibilité. Mon Dieu, murmura Lucas. Léo activa sa boussole de poignet et commença à nager. Le fond marin n'était pas lisse, mais un champ de débris industriels, tuyaux rouillés, câbles oubliés, outils recouverts de corail. Chaque fragment était une histoire, l'ombre de ceux qui avaient travaillé ici. Soudain, la silhouette de la structure de la plateforme émergea de l'obscurité comme les os d'un monstre endormi. Et là où Nicolas Lambert l'avait indiqué, un filet sombre montait lentement, du pétrole s'échappant du tuyau principal. Léo s'approcha, enregistrant avec la caméra de son casque. Contrôle, j'ai un visuel sur la fuite. Le tuyau était fracturé, le métal déchiré comme si quelque chose l'avait mordu. Ce n'est pas seulement le joint, dit-il. Il y a plusieurs fissures structurelles. Un silence tendu emplit la radio. Garde tes distances et continue l'enregistrement, ordonna Théon de la surface. Léo tourna autour du tuyau, filmant. Alors, un son sec, métallique, déchira l'eau. Crac. Le sol vibra. Une section de la canalisation se déplaça. Instinctivement, Léo tenta de s'éloigner, mais il sentit une traction violente. Son ombilical, le cordon qui le maintenait en vie, était coincé. La traction fut si forte que Léo sentit le poids de l'océan s'abattre sur ses épaules. Il tourna la tête. L'ombilical était tendu et immobile, piégé entre une section déplacée du tuyau et une structure en béton. « Contrôle, on a un problème », dit-il dans le micro. Silence. Puis un crépitement statique. Répété, durant. La communication se coupe. Rien de plus. La voix se dissolut en un murmure blanc. Contrôle. Ombilical compromis, insista-t-il. Seulement le silence. Lucas, qui nageait quelques mètres plus loin, se retourna, alarmé. Qu'est-ce qui se passe? Je suis coincé. Le câble ne bouge pas. Le jeune homme tenta de s'approcher, mais Léo leva une main. Non, reste à distance. Ne risque pas ton cordon. L'entraînement était clair, un plongeur libre ne doit jamais s'en mêler avec un autre. Une erreur pouvait les entraîner tous les deux vers la mort. Léo essaya de tirer sur le câble, cherchant un angle. Rien. L'acier le tenait comme un point invisible. Il regarda son manomètre. La pression du gaz chutait, lentement mais sans pause. 90%. 80%. Le flux devait être constant. S'il diminuait, cela signifiait une fuite ou une obstruction. Son cœur martela sa poitrine. Il ne pouvait pas céder à la panique. À cette profondeur, la peur tue plus vite que l'eau. Il respira lentement. Inspirer, expirer, compter, penser. Il devait libérer le cordon ou trouver une autre source d'oxygène. Il regarda autour de lui. L'obscurité était si épaisse qu'elle semblait absorber la lumière. Seules les bulles montaient, lentes comme des fantômes qui n'atteindraient jamais la surface. Lucas, retourne à la tourelle, ordonna-t-il. Préviens le superviseur. Je ne peux pas te laisser ici. Fais-le, c'est un ordre. Le jeune homme hésita, puis hocha la tête et nagea vers la noirceur, guidé par la ligne de son propre ombilical. Léo resta seul. La solitude sous la mer a son propre son. Ce n'est pas le silence. C'est un bourdonnement grave, un murmure qui semble venir des entrailles de la terre. Dans ce bruit profond, Léo sentit sa respiration devenir plus lourde. Le flux de gaz continuait de chuter. 70%. 60%. Il tenta de bouger le tuyau piégeur avec ses mains, mais il ne se déplaça pas d'un millimètre. Le métal froid et rugueux ne cédait pas. Allez. Allez. Murmura-t-il. Pas aujourd'hui. L'eau autour s'assombrissait encore. La visibilité chuta à 2 mètres.
D'en haut, un tremblement parcourut la structure. La plateforme géante continuait de produire, pompant du pétrole sans savoir qu'un de ses hommes était piégé dans l'enfer liquide. Léo chercha un outil. À 5 mètres, il vit un tas de vieux débris, des pièces oubliées d'autres opérations. Il tenta d'avancer, mais le cordon le retint comme un chien en laisse. L'oxygène baissait. 50. 45. Son esprit s'emplit d'images, le visage de sa fille, le sourire de Sandrine avant le divorce, la médaille qu'il avait refusée ce matin. Pourquoi ne l'avait-il pas prise? Il se souvint des mots de Stéphane, elle protège ceux qui comptent vraiment. Mais là, à 142 mètres de profondeur, qu'est-ce qui pouvait importer, à part l'air? Il essaya le système d'urgence. Il tourna la valve du réservoir de secours. Rien. Il tourna plus fort. Bloqué. L'indicateur ne bougea pas. 40%. 30. Allez, bon sang. Grogna-t-il en frappant la valve avec son gant. Pas le moindre signe de réponse. La condensation à l'intérieur du casque commençait à embuer la visière. Sa respiration sonnait comme un tambour. La radio restait muette. Il essaya de se souvenir des protocoles, couper l'ombilical, activer la réserve, remonter lentement. Mais sans réserve, couper serait un suicide. Sans communication, personne ne saurait où il était. Dans quelques minutes, le flux s'épuiserait. 30%. 25. La peur se transforma en un calme artificiel, un fourmillement dans les membres, comme si le corps acceptait son destin avant l'esprit. Il leva les yeux. Le plafond de l'océan était invisible. 142 mètres d'eau entre lui et le ciel. Un cimetière de silence. 20%. À cet instant, quelque chose changea dans l'eau. Une lueur lointaine, faible, bleue. Elle ne venait ni de son casque ni des indicateurs. C'était une lumière différente, comme celle d'une flamme sous l'eau. Léo cligna des yeux, croyant halluciner. Le manque d'oxygène pouvait provoquer des visions, des délires. Mais la lumière était là, à quelques mètres, dans le sable du fond. Une pierre lumineuse, ou quelque chose d'enterré. Il tenta de l'atteindre. Le cordon le stoppa, mais il se pencha au maximum, étirant le bras, le corps tout entier. La ligne se tendit jusqu'à sa limite. Le bout de ses doigts effleura le sable. Il remua un peu, sentit quelque chose de dur, d'arrondi. Il tira. La lumière s'intensifia, le sable se détacha en tourbillon, et alors il la vit. Une petite figure couverte d'algues, avec un manteau bleu-vert et un visage serein. Une statue de la Vierge Marie. Léo la tint à deux mains. Il ne savait pas pourquoi. Il le fit, c'est tout. Le temps s'arrêta. Et à cet instant, quelque chose sonna. Un clic, un claquement métallique. Il regarda son poignet. Le manomètre clignota. La valve d'urgence s'était débloquée. L'air se remit à circuler. D'abord un souffle, puis un torrent. Léo inspira avec désespoir. 1, 2, 3 fois. Oxygène. Vie. Impossible. Les valves ne s'ouvrent pas seules sous cette pression. Et pourtant, elles s'étaient ouvertes. Il regarda la statue. Le visage de la Vierge, couvert de sel et de coquillages, semblait le regarder avec tendresse. Ce n'était pas une vision, pas une illusion. C'était réel. Au fond de la mer, sous 20 atmosphères de pression, quelque chose était arrivé. Un miracle. L'air inonda les poumons de Léo d'une douleur douce, presque insupportable. Le corps, après des minutes d'asphyxie, ne savait comment réagir à la vie qui revenait. Il toussa dans son casque, 1, 2 fois, tandis que le flux d'oxygène remplissait le système d'un bourdonnement grave. Il regarda le manomètre. 15% de réserve. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant. Suffisant pour essayer de revenir. Il tenait toujours la petite statue entre ses mains. La lumière bleutée continuait d'en émaner, faible mais constante. Il ne savait pas si c'était de la phosphorescence, un effet d'optique ou autre chose, mais il ne pouvait en détacher les yeux. « Merci », murmura-t-il. Sa voix se perdit dans l'écho métallique du casque. L'instinct le fit réagir. Il ne pouvait pas rester là.
Le cordon était toujours piégé. Il devait le couper. Il sortit le couteau d'urgence de sa ceinture, un acier aiguisé conçu pour trancher les ombilicaux en cas extrême. Pendant des années, il avait juré ne jamais utiliser cette lame. C'était le dernier recours, le geste qui séparait la vie du vide. Il posa la Vierge sur sa poitrine et glissa la lame sous le cordon. « Pardonne-moi » murmura-t-il, sans savoir s'il parlait à Dieu, à sa fille ou à lui-même. Un seul mouvement et le câble se rompit. Le son fut presque un soupir. Le poids disparut. Immédiatement, son corps commença à flotter. Sans l'ombilical, plus rien ne l'ancrait au fond. L'ascension commença, lente, presque imperceptible. Léo contrôla la flottabilité avec le détendeur, essayant de ne pas monter trop vite. À cette profondeur, une remontée brutale pouvait signifier une mort certaine, embolie, collapsus pulmonaire, folie. L'obscurité restait totale. Il n'avait aucun repère. La boussole s'était déréglée avec le choc. Il ne savait pas dans quelle direction se trouvait la tourelle. Il regarda l'indicateur. 12%. 11. Il avait quelques minutes, peut-être moins. Il devait choisir une direction. Il ferma les yeux. Il se souvint de la sensation de la descente, de l'inclinaison du courant, de la voix du superviseur, 30 mètres au nord-est. Il calcula à l'aveugle la direction inverse. Il serra la statue contre sa poitrine et commença à nager. Le mouvement était lent, lourd, mais chaque brasse était un acte de foi. L'eau l'enveloppait en silence. Le son de sa respiration était le seul rythme de l'univers. 10%. Une faible lueur apparut au loin. Une lumière ou le reflet de son propre casque. 8%. Une autre lumière, plus intense. Oui, la tourelle. Les phares brillaient comme des étoiles dans l'abîme. « Allez, allez » murmura-t-il. Il poussa son corps à la limite, les muscles brûlant sous la pression. Le manomètre baissait. 6%. 5. Le métal de la tourelle se découpa devant ses yeux. La porte était ouverte. Il entra d'un coup, actionnant la commande de fermeture. La porte se scella avec un claquement pneumatique. L'air pressurisé remplit l'intérieur. Léo s'effondra sur le sol, haletant. Il était revenu. Vivant. Pendant plusieurs secondes, il n'entendit que le son du système se stabilisant, le bourdonnement constant de l'air circulant. Puis une voix à la radio, lointaine mais réelle. Tourelle ici, surface. Répondez. Léo retira son casque avec des mains tremblantes. Ici Durand. Sa voix n'était qu'un filet sec. Je vais bien. Un silence, puis un cri. Mon Dieu, on te croyait mort. Il ferma les yeux, laissa l'air remplir sa poitrine, libre, chaud, humain. Il tenait la statue dans ses mains nues. Elle était petite, froide, couverte d'incrustations, mais le visage. Le visage semblait propre, serein. Il passa les doigts sur le manteau. La peinture bleue était toujours là, intacte, comme si la mer l'avait protégée au lieu de la détruire. Le communicateur retentit à nouveau. Durand, l'autre plongeur est dans la tourelle 2, en sécurité. Peux-tu confirmer ton état? Négatif. Épuisé, mais stable. Compris. Reste en compression. On te prépare pour la remontée. Léo s'appuya contre la paroi métallique. La lumière intérieure clignotait. L'air sentait le métal, l'huile, la vie. Il regarda de nouveau la statue, la posa sur son genou et, avec sa lampe, examina la base. Il y avait une inscription, à peine visible, couverte d'algues séchées. Il la nettoya avec les doigts. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Il sentit un frisson. Il ne savait pas d'où venait la statue. Peut-être d'un bateau coulé, une offrande, un souvenir perdu d'un autre plongeur. Mais à ce moment, cela n'importait pas. Il était en vie. La tourelle commença à monter. Le son du système hydraulique vibrait comme un orgue. La remontée serait longue, les heures nécessaires pour décompresser le corps sans que les bulles d'azote ne le tuent. Mais Léo n'était pas pressé. Il regarda vers le hublot. Dehors, seulement l'obscurité. Mais à l'intérieur,
une petite figure brillait sous la lumière tamisée. La Vierge Marie, sa sauveuse dans l'abîme. Il ferma les yeux et murmura une prière, non pas une prière apprise, mais une née de la peur et de la gratitude. Mère de Dieu, ne m'oubliez pas là-haut. La tourelle continua de monter. Le bruit du moteur se mêla à sa respiration lente, rythmique. La mer le libérait peu à peu, comme si elle le rendait au monde des vivants. En haut, le ciel l'attendait, et dans ses mains, encore froides, la statue semblait sourire. L'ascension fut lente, presque interminable. À 142 mètres, chaque mètre gagné était une victoire sur le poids de l'océan. La tourelle vibrait d'un bourdonnement grave tandis que les gaz à l'intérieur s'ajustaient peu à peu à la pression externe. Sur le panneau, les lumières clignotaient comme des étoiles artificielles. Le corps de Léo tremblait encore. Il ne savait si c'était à cause du froid, du manque d'oxygène ou de ce qu'il venait de vivre. Le technicien en surface parlait via l'interphone, « Tourelle 1, maintenez la vitesse de remontée. Ne vous pressez pas. » Compris, répondit Léo d'une voix à peine audible. À côté de lui, la statue reposait sur la table métallique, le manteau bleu, les mains en prière, le visage tranquille. C'était une contradiction impossible, un symbole de foi sauvée de l'enfer liquide. De temps en temps, il la regardait et souriait. Il n'avait pas d'explication scientifique, et il n'en avait pas besoin. L'horloge marqua 3 heures de décompression. La température à l'intérieur de la tourelle était constante, mais le temps semblait gelé. Léo pensait à sa fille, à l'appel qu'il passerait en arrivant. Il pensait à Stéphane et à la médaille qu'il avait refusée. Il pensait surtout à l'instant où l'air s'était remis à circuler. Ce clic métallique avait été, sans aucun doute, le plus beau son de sa vie. Quand enfin la tourelle émergea, un flot de lumière inonda le hublot. La mer était calme, le ciel d'un bleu immense. La surface. La vie. Les opérateurs accoururent pour les accueillir. Le docteur Marc Lefebvre l'examina immédiatement. Saturation correcte, rythme cardiaque accéléré, mais stable. Vous avez eu de la chance, Durand, dit le médecin. Une autre personne à votre place ne serait pas revenue. Léo hocha la tête en silence. Stéphane Bernard apparut peu après, son casque encore accroché à sa ceinture. Quand il vit Léo sortir de la chambre, il courut vers lui. « Mon ami !» cria-t-il en le serrant fort dans ses bras. « On pensait que tu ne reviendrais pas. » Léo, épuisé, sourit. « Moi aussi, je le pensais. » Stéphane s'écarta, le regarda dans les yeux. « Ils disent que tu as trouvé quelque chose là en bas. » « Oui, » répondit Léo, et il tendit la main. Stéphane vit la statue. Il resta sans voix. Il la prit avec précaution, comme si elle était en cristal. Il la regarda longuement, en silence, presque avec révérence. « Notre-Dame » murmura-t-il. « Sais-tu ce que cela signifie » ? « Je ne sais pas, » dit Léo. « Je sais juste qu'elle était là et qu'au moment où je l'ai touchée, la valve s'est ouverte. » Le soudeur leva les yeux, le regard brillant. « Je te l'avais dit, » murmura-t-il. « Elle protège ce qui compte vraiment. » Léo ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Il y avait quelque chose de sacré dans cet instant, quelque chose qui n'avait pas besoin de mots. Cette nuit-là, la plateforme était calme, la mer un miroir sombre. Les hommes travaillaient avec la routine de toujours, mais les conversations étaient des chuchotements. Tous savaient ce qui s'était passé. Tous le sentaient comme une histoire qui serait racontée encore et encore, autour de table, entre rire et prière. Léo, cependant, ne cherchait pas l'attention. Dans sa cabine, assis devant le petit hublot, il regardait l'horizon. Le soleil s'enfonçait lentement dans l'océan, teintant l'eau de rouge et d'or. La statue était sur la table, enveloppée dans une serviette. Il l'avait un peu nettoyée, enlevant les coquillages, révélant le visage serein de la Vierge. Il passa les doigts sur la base, sentant les lettres gravées. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Ce n'était pas seulement une inscription, c'était une réponse. Il prit le téléphone satellite de la cabine, composa un numéro. 3 sonneries. « Allô ?» La voix de Sandrine, son ex-femme, semblait fatiguée. « C'est moi, » dit Léo. « Léo ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas bien ? » « Oui, je vais bien.
Je voulais juste parler à Manon. Elle dort. Il est 10 heures. Alors dis-lui que je l'aime. Je le ferai. Silence. Il s'est passé quelque chose? Léo regarda la statue. Oui. J'ai failli mourir aujourd'hui. Quoi? Une panne d'équipement. Je n'avais plus d'air. Mon Dieu. Mais quelque chose. Il hésita, point où quelqu'un m'a sauvé. Que veux-tu dire? J'ai trouvé une effigie de la Vierge au fond de la mer. Il sourit avec incrédulité. Quand je l'ai touchée, l'oxygène est revenu. Sandrine ne répondit pas tout de suite. Puis sa voix changea. Léo. Tu crois que c'était un miracle? Je ne sais pas, dit-il. Mais je suis là. C'est déjà un miracle. Ils se dirent au revoir en silence. Avant de raccrocher, il entendit une voix ensommeillée en arrière-plan. Papa? C'était Manon. Salut, mon amour. Maman dit que tu as failli mourir. Oui, mais je suis toujours là. C'est bien. Je t'aime. Léo déglutit. Moi aussi, ma chérie. Il raccrocha. Pendant un long moment, il resta à regarder la statue. La lueur du crépuscule se reflétait sur le manteau bleu. Il ne savait pas si c'était la foi, la gratitude ou un simple besoin de croire, mais à ce moment, il sentit qu'il n'était pas seul. Stéphane frappa à la porte. Je peux entrer? Bien sûr. Le soudeur entra avec un petit sac en tissu à la main. C'est pour toi, dit-il en le lui tendant. À l'intérieur, une médaille, identique à celle qu'il lui avait offerte le jour de la descente. Je ne peux pas accepter, protesta Léo. Ce n'est pas pour te protéger, dit Stéphane avec un sourire. C'est pour te rappeler ce que tu as vécu. Léo tint la médaille. Elle brillait sous la lumière tamisée. Merci. Stéphane se dirigea vers la porte et, avant de sortir, dit, et Durand. Je suis content que tu sois revenu de la mer. Tout le monde n'a pas cette chance. Quand il fut seul, Léo regarda la médaille et la statue, l'une à côté de l'autre. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il s'agenouilla. Il ne demanda rien. Il remercia, simplement. Cette nuit-là, tandis que la plateforme dormait, l'océan respirait lentement. Le vent soufflait doucement et la statue, dans le silence de la cabine, semblait l'observer. Le visage serein de la Vierge paraissait lui dire sans mots, « Tu n'as pas encore terminé ton voyage, mon fils. » Et dans le cœur de Léo, quelque chose s'éveilla, une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Une certitude silencieuse. La mer, avec toute son obscurité, l'avait ramené à la vie. 3 jours plus tard, l'hélicoptère s'éleva de la plateforme avec un rugissement de métal et de vent. Léo regarda par le hublot comment l'océan devenait petit, lointain, d'un bleu infini. En bas restaient les bruits des machines, les tuyaux, l'odeur d'huile et de sel. Restait aussi sa peur, sa mort non consommée. Dans son sac à dos, enveloppé dans une serviette, voyageait la petite statue. Personne d'autre ne la toucha. Personne d'autre ne la vit. Le voyage jusqu'à Toulouse dura à peine quelques heures, mais pour lui, cela sembla une éternité. Pendant le vol, les souvenirs se mêlaient aux voix du passé, l'avertissement de Sandrine, le rire de Manon quand elle était petite, le clic de l'air revenant, l'éclat bleu dans l'obscurité. Il était revenu de l'abîme, mais une partie de lui était toujours là-bas. Le taxi le déposa devant sa maison de campagne, une bâtisse en pierre grise, isolée. Il entra avec la même clé que toujours, mais quelque chose avait changé. Le silence n'était plus vide. Il avait maintenant un écho. Il posa le sac à dos sur la table, sortit la statue et la plaça sur la cheminée à côté de la télévision. Le manteau conservait encore sa teinte bleue, et de petites croûtes de sel brillaient comme de minuscules étoiles sous la lumière de midi. Il resta à la regarder longuement. La maison nue, sans cadre ni photographie, parut soudain un lieu sacré. Il alluma une bougie. Il ne savait pas pourquoi il en avait une, et la plaça à côté de l'image. Le feu trembla, se reflétant dans les yeux sereins de la Vierge. Pendant des jours, Léo ne quitta pas la maison. Il dormait peu. Il se réveillait avec la sensation de flotter encore, avec le bourdonnement de l'océan toujours dans les oreilles. Parfois, au milieu de la nuit,
il croyait entendre un murmure, comme une respiration douce ou une voix lointaine qui disait son nom. Mais il n'y avait personne. Le lundi suivant, le téléphone sonna. C'était le département des opérations de la compagnie. Durant, la presse a eu vent de l'incident. Ils veulent une déclaration. Je n'ai rien à dire, répondit-il. Ils ont trouvé votre enregistrement d'oxygène. Le système a marqué une activation impossible de la valve. Le superviseur dit que... Eh bien, qu'il y a eu quelque chose d'inexplicable. Léo garda le silence. Nous pouvons utiliser votre témoignage. Dites-leur ce que vous voulez, dit-il enfin. Je sais seulement que je suis en vie. Il raccrocha. Il savait que bientôt viendraient les journalistes, les questions, les gros titres. Le miracle du plongeur. La Vierge de l'océan. Mais cela ne lui importait pas. Le miracle n'était pas une nouvelle. Le miracle, c'était de pouvoir respirer, de pouvoir aimer, d'avoir encore une fille qui l'attendait. Cet après-midi-là, il appela Sandrine. « Je veux voir Manon, dit-il. »« Quand ? » ?»« Demain. »« D'accord. Elle t'attendra. » Le lendemain, il conduisit jusqu'à la maison de campagne de Sandrine, dans la même périphérie de Toulouse. Le jardin était le même qu'avant, les mêmes fleurs, la même odeur de terre humide. Manon l'attendait sur le seuil. Elle avait 9 ans et un sourire timide. « Salut, papa. »« Salut, ma princesse. » Ils s'étreignirent. C'était une étreinte brève, maladroite, mais réelle. À l'intérieur, Sandrine les observait depuis la fenêtre, en silence. Ils passèrent la journée ensemble. Crêpes, films, rires. De petits miracles quotidiens. À la tombée de la nuit, Manon regarda son poignet et dit « Tu sais quel jour on est aujourd'hui ?»« Non. » « Le 14 mars. » Léo sourit. « Oui, je sais. » C'était l'anniversaire de sa descente aux enfers, et de son retour. Avant de partir, Manon le serra à nouveau dans ses bras. « Tu viendras plus souvent ? » ?»« Oui, je te le promets. » Et cette fois, il était sérieux. Sur le chemin du retour, le soleil se cachait derrière les arbres. La lumière entrait par la fenêtre, illuminant la statue sur la cheminée. Léo s'arrêta devant elle. « Merci, dit-il à voix basse. » Il n'avait pas besoin de plus de mots. Les jours suivants, des lettres et des courriels commencèrent à arriver. Des inconnus lui écrivaient de différents pays. Quelqu'un avait fait fuiter son histoire, le plongeur sauvé par la Vierge Marie. Certains appelaient cela un miracle, d'autres une coïncidence. Les scientifiques parlaient de défaillance électrique, les croyants d'intervention divine. Léo ne discutait avec personne. Il savait ce qu'il avait ressenti. Il savait ce qu'il avait vu. Un matin, il reçut une lettre sans expéditeur. L'enveloppe était simple, blanche. À l'intérieur, une feuille avec une seule phrase écrite à la main, « La mer garde ce que les hommes oublient, et parfois, elle le rend. » Il n'y avait pas de signature, mais l'écriture lui semblait familière. Il pensa à Stéphane. Il sourit. Il décida de retourner au travail un mois plus tard. La compagnie insista pour lui faire passer des tests psychologiques, mais les résultats furent clairs. Stabilité émotionnelle, concentration, calme. Plus que jamais, Léo était prêt. La veille de son départ, il visita une petite église de campagne en Provence. Il emporta la statue, enveloppée dans un tissu blanc. Le prêtre, Père Jean, un homme âgé à la voix douce, le reçut avec respect. Léo plaça la figure sur l'autel latéral, à côté d'une bougie. « Je l'ai trouvée au fond de la mer, dit-il. Elle m'a sauvé la vie. » Le prêtre l'observa, émerveillé. « Alors c'est elle qui vous a trouvé. » Léo hocha la tête. « Je veux la laisser ici, où elle pourra veiller sur d'autres. » Le prêtre sourit. « Ainsi soit-il. » En sortant de l'église, le soleil de l'après-midi traversait les vitraux, peignant le sol de tons bleus et dorés. Pendant un instant, Léo crut voir le manteau de la Vierge briller de la même lumière que sous la mer. Un courant d'air chaud parcourut la nef, et le son du vent ressembla à un soupir. Cette nuit-là, il dormit profondément pour la première fois depuis des années. Sans rêve, sans obscurité. Juste la paix. À l'aube,
Quand l'hélicoptère le ramena vers l'océan, Léo regarda en bas et vit le reflet du soleil sur les vagues. Il ne ressentit pas de peur. Il ressentit de la gratitude. Et bien qu'il n'ait plus la statue avec lui, il savait qu'une partie d'elle, de ce miracle, de cette lumière, vivait en lui. Le vent soufflait avec force sur l'héliport lorsque Léo descendit de l'hélicoptère. L'odeur de la mer l'enveloppa instantanément, ce mélange de sel, de métal et de vie. Un mois s'était écoulé depuis son dernier quart, mais en posant le pied sur la plateforme, il eut l'impression de n'être jamais parti. Le même bruit de machine, le même bourdonnement de pompe, le même horizon infini. Et pourtant, tout était différent. Ses collègues l'accueillirent avec des applaudissements et des blagues nerveuses. « L'homme du miracle !» cria l'un d'eux. Léo sourit, mal à l'aise. « J'ai juste eu de la chance, répondit-il. Chance ou foi, peu importe, dit Stéphane, qui l'attendait près de l'accès principal. L'important, c'est que tu sois revenu. Ils s'étreignirent avec la complicité de ceux qui ont partagé l'abîme. Pendant les premiers jours, tout se déroula normalement, les routines, les contrôles, les inspections. Mais chaque fois qu'il descendait, quelque chose avait changé en Léo. La peur était toujours là, oui, mais elle s'était transformée en respect. Il ne descendait plus comme quelqu'un qui défie la mer, mais comme quelqu'un qui entre dans une cathédrale. Le fond de l'océan était pour lui un lieu sacré. Parfois, lorsque les projecteurs de son casque éclairaient le silence bleu, il croyait voir des éclats lointains, comme si de petites lumières l'accompagnaient. Il ne le disait à personne. Il souriait simplement à l'intérieur de son casque et murmurait une prière. Un soir, alors qu'il vérifiait les enregistrements dans la salle de contrôle, un jeune plongeur s'approcha de lui. Il avait le visage nerveux, les yeux pleins de curiosité. « C'est vous, Durand ?» demanda-t-il. « Oui. J'ai entendu votre histoire. Ils disent qu'une vierge vous a sauvé. » Léo le regarda. « C'est ce qu'ils disent. »« C'est vrai ?» insista le jeune. Léo réfléchit quelques secondes. « Je vais te dire ce que j'ai appris là en bas, » répondit-il. « Quand tu es seul, quand l'oxygène s'épuise et que l'obscurité t'avale, il n'y a pas de mensonge. Si quelque chose te ramène à la vie, tu le sais. Tu n'as pas besoin de preuves. » Le garçon l'observa en silence. Puis il hocha la tête avec un mélange de respect et de crainte. « Merci. » Léo sourit. « Et souviens-toi, là en bas, tu n'es jamais complètement seul. » Les jours passèrent. La mer continuait de respirer, constante, patiente. Un après-midi, alors que le soleil tombait, Stéphane s'approcha avec une tasse de café. « Tu savais que le curé du port a dit une messe pour toi ? » « Pour moi ? » ?»« Oui. Et la statue que tu as laissée à l'église, les gens vont la voir. Certains disent qu'elle brille la nuit. » Léo baissa les yeux. « Elle n'était pas à moi. Je l'ai juste trouvée. »« Peut-être, » répondit Stéphane. « Mais peut-être que c'est elle qui t'a trouvé. » Cette phrase lui resta gravée. Cette nuit-là, allongé dans sa cabine, il ne put dormir. Il pensait à tout ce qui avait changé depuis ce jour. Sa relation avec Manon, sa façon de travailler, sa manière de regarder la mer. Il avait retrouvé quelque chose qu'il croyait perdu, la foi, oui, mais aussi l'espoir. Il se souvint des paroles de sa fille avant de se quitter, « Tu viendras plus souvent. » Oui, pensa-t-il. Cette fois, je tiendrai ma promesse. La routine sur la plateforme continuait, mais une nouvelle histoire circulait parmi les hommes. Il l'appelait la Vierge de l'océan. Certains plongeurs portaient des médailles sous leur combinaison, d'autres de petits chapelets. Ce n'était pas de la superstition, c'était du respect. Léo ne se moquait pas. Il souriait chaque fois qu'il les voyait se signer avant de descendre. Un soir, alors qu'il vérifiait une vanne secondaire, le communicateur crépita. « Durand, surface. Peux-tu confirmer la pression du système C12 ? » Confirmé. Stable. Reçu. Maintiens la position. Silence. Puis une voix différente, plus personnelle, entra sur le canal. Durand, ici Stéphane. Vas-y. Je voulais juste te dire quelque chose. Dis-moi. Tu te souviens de ce que tu as dit là en bas ? Pas aujourd'hui.
Léo sourit à l'intérieur de son casque. Oui. Eh bien, grâce à ça, beaucoup d'entre nous sont encore ici. Léo ne répondit pas. Il n'y avait pas de mots pour ça. Juste un long silence partagé, plein de sens. Cette nuit-là, tandis que la plateforme dormait, il monta sur le pont supérieur. Le vent était fort, la mer une étendue sombre et infinie. Il leva les yeux au ciel. Des millions d'étoiles, le même univers qui se reflétait en miniature dans la noirceur de l'océan. Il ferma les yeux, respira profondément. Pendant un instant, il sentit que tout, la surface et la profondeur, la lumière et l'ombre faisaient partie du même mystère. Le même Dieu qui habitait le ciel était aussi au fond de la mer. Le lendemain, lors d'une plongée de routine, Léo descendit de nouveau à 142 mètres. L'obscurité l'accueillit comme un vieil ami. Le faisceau de sa torche se déplaçait parmi les débris métalliques, les coraux, les poissons curieux. Soudain, quelque chose attira son attention. Un éclat, une forme dans le sable. Il s'approcha. Ce n'était pas la statue où celle-là reposait à terre. Mais sur un rocher, quelqu'un avait laissé une petite médaille, l'une des siennes, une image de la Vierge brillant sous la lumière. Léo la prit avec précaution, la tint devant son casquet, pour la première fois sans peur, sans hâte, il sourit sous l'eau. Ce n'était pas un nouveau miracle. C'était un rappel. Un signe que la foi se multiplie lorsqu'elle est partagée. Il retourna à la tourelle et rangea la médaille dans la poche de sa combinaison. Quand il émergea, le soleil se levait déjà à l'horizon. La mer était calme, dorée, immense. « Tout va bien ?» demanda Stéphane depuis le pont. « Tout va bien », répondit Léo. « Parfait. » Et intérieurement, il savait que c'était vrai. L'homme qui était descendu dans l'obscurité était mort là en bas. Celui qui était revenu était un autre, plus serein, plus humain, plus vivant. La mer ne l'avait pas détruit. Elle l'avait fait renaître. Le quart se termina à l'aube. Le soleil se levait à l'horizon, dorant le métal de la plateforme, la mer transformée en un miroir de feu. Léo retira son casque et respira l'air salé. C'était le même air que toujours, mais il avait maintenant un goût différent, plus pur, plus réel. Autour de lui, les hommes s'affairaient avec la routine habituelle aux outils, vannes, câbles, mais dans les yeux de tous, il y avait quelque chose de nouveau. La foi, peut-être, ou le respect. Une compréhension silencieuse que l'océan, avec toute son immensité, garde des mystères que les hommes ne pourront jamais expliquer. Stéphane s'approcha, son café à la main. « Durand, dit-il avec un sourire fatigué, le capitaine Martin veut te voir. »« Maintenant ? » ?»« Oui, et ne t'inquiète pas, ce n'est rien de grave. » Léo suivit le soudeur jusqu'au bureau du capitaine, une petite pièce remplie de cartes et d'écrans. Le capitaine, un homme chauve au regard dur, leva les yeux quand il entra. « Asseyez-vous, Durand. » Léo obéit. « J'ai reçu un appel de la direction, » continua le capitaine. « L'histoire de la statue a fait le tour du monde, même la presse européenne s'en est emparée. » Léo soupira. « Ce n'était pas mon intention. »« Je sais. Mais les choses nous échappent. » Le capitaine l'observa quelques secondes. « Ils m'ont demandé si vous croyez vraiment que c'était un miracle. » Léo sourit sans répondre. « Et que leur avez-vous dit ? » demanda-t-il finalement. « Je leur ai dit qu'un homme est revenu vivant du fond de la mer, et que c'est déjà suffisant pour appeler ça un miracle. » Il quitta le bureau avec un calme nouveau. Le vent soufflait fort. Le ciel s'ouvrait, pur, au-dessus de l'océan. Stéphane l'attendait sur le pont, regardant vers l'ouest. « Tout va bien ? » « Oui, » répondit Léo. « Tout va bien. » Le soudeur hocha la tête. « La semaine prochaine, je rentre dans mon village en Normandie. Des vacances. Mon fils est né à son diplôme. Félicitations. » Stéphane sourit. « Merci. Et toi, Durand, promets-moi une chose. » « Laquelle ? » ? « Ne perds pas le reste de ta vie à regarder la mer. » Léo le regarda sans répondre. « Promis, » dit-il enfin. Ce soir-là, dans sa cabine, il ouvrit le petit carnet qu'il portait toujours sur lui. Il n'avait jamais tenu de journal, mais quelque chose en lui le poussa à le faire. Il prit un stylo et écrivit « 14 mars. »
Je suis descendu en enfer et j'ai trouvé le ciel. Je ne sais pas si c'était un miracle ou une leçon, mais je sais que quelqu'un m'a entendu là en bas, et que chaque respiration depuis est un cadeau. Il ferma le carnet et le rangea dans son sac. Puis il éteignit la lumière. Le bruit de la mer frappant doucement la structure fut sa berceuse. 2 semaines plus tard, il était de retour à Toulouse. Manon l'attendait devant l'aéroport avec une pancarte de travers qui disait « Bienvenue, papa ». Léo la serra fort dans ses bras, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Tu sens la mer » dit-elle en riant. « Et toi, tu sens la vie » répondit-il. Ils passèrent le week-end ensemble. Ils allèrent au parc, mangèrent des glaces, regardèrent des films jusqu'à s'endormir sur le canapé. Rien d'extraordinaire. Mais dans la simplicité de ces moments, Léo trouva plus de miracles que dans n'importe quel éclat sous la mer. Le dimanche matin, Manon s'approcha de la cheminée. « Papa ? Et la statue ?» Léo sourit. « Je l'ai laissée dans une église, pour qu'elle veille sur d'autres. Et si les gens ne croient pas ? Ce n'est pas grave, dit-il. Elle croit pour tout le monde. » La petite fille le regarda avec ses grands yeux pleins de curiosité. « Tu crois au miracle, toi ? » Léo réfléchit un instant. « Je crois aux deuxièmes chances. Et à l'amour. Le reste, c'est juste une autre façon de l'appeler. » Manon hocha la tête, satisfaite. Puis elle le serra dans ses bras sans rien dire de plus. L'après-midi, ils allèrent se promener près de la Garonne. L'eau s'écoulait lentement, reflétant le ciel. Léo s'arrêta un instant, observant le flux tranquille du courant. Il se souvint du poids de l'océan sur lui, de l'obscurité du silence, et comprit que l'eau, en surface ou en profondeur, parle toujours la même langue, celle du temps et de la patience. Sur le chemin du retour, en passant devant une petite boutique, Manon s'arrêta. Dans la vitrine était suspendue une médaille en argent avec l'image de la Vierge Marie. « Papa, tu peux m'en acheter une ?» Léo sourit. « Bien sûr. » La vendeuse, Chloé Roux, emballa la médaille avec soin. Manon la passa à son cou et la regarda briller sous la lumière. « Ça te plaît ?» demanda-t-il. « Beaucoup, répondit-elle. « Comme ça, tu veilleras sur moi-même quand tu ne seras pas là. » Les mots le frappèrent avec tendresse. « Oui, pensa-t-il. Ce sera comme ça. » Ce soir-là, après avoir couché sa fille, il sortit sur le balcon. Le vent était doux. Au loin, il pouvait entendre la rumeur du trafic, et au-delà, l'écho de la mer invisible. Il regarda le ciel. Les étoiles brillaient comme de petites lanternes dans la noirceur. Il ferma les yeux. Il n'y avait ni peur, ni culpabilité, ni vide. Juste de la gratitude. Il se souvint du moment où tout avait fini, où commençait, sous l'océan, l'obscurité, le manque d'air, l'éclat bleu. Si cela ne s'était pas produit, il n'aurait jamais compris ce qui importait vraiment. Le miracle n'était pas de survivre. Le miracle était de se réveiller. Il ouvrit les yeux et murmura « Merci pour la vie. Pour la mer. Pour elle. » Et tandis que le vent agitait les rideaux, il fit une promesse silencieuse. Il n'oublierait jamais ce jour. Il n'oublierait jamais la voix qu'il avait appelée du fond de l'océan, car il savait avec certitude qu'il n'était pas descendu seul. Quelques jours plus tard, un journaliste lui envoya un courriel pour lui demander une interview pour un documentaire sur « Le miracle de l'océan ». Léo lut le message, sourit et répondit par une seule phrase « Il n'y a pas de plus grand miracle que de rentrer à la maison ». Puis il ferma l'ordinateur, prit ses clés et sortit chercher sa fille. Le soleil se reflétait sur les bâtiments, dorant la ville comme un lever de soleil perpétuel. Et pendant un instant, Léo jura de voir un éclat bleu lointain, comme une caresse de la mer, lui rappelant que la foi, une fois trouvée, ne se perd jamais. Car quelque part dans l'océan, sous 142 mètres de silence et d'obscurité, la Vierge Marie continuait de briller. Et cela suffisait.